Bonjour chers auditeurs du blog menuhebdo.com. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter cette interview avec une experte. Alors cette experte, c'est Christine Jaleski et justement, je vais laisser Christine se présenter. Bonjour Christine et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Charline, merci à toi. Je suis Christine Zaleski du site internet et blog Cube et Petit Pois. Je suis aussi jeune maman et depuis la naissance de mon petit bout, je gère ce blog afin de partager mes connaissances et compétences sur l'alimentation des bébés et des jeunes enfants. J'ai écrit un premier ouvrage qui s'appelle 365 recettes pour bébés aux éditions Larousse, qui a été best-seller 2 mois après sa sortie et qui était le premier livre à classer les recettes par saison pour que les parents puissent trouver des recettes adaptées en fonction des fruits et légumes du moment. Et mon dernier livre qui vient de paraître aux éditions Larousse également, c'est Recettes pour bébés spéciales parents débordés. Et c'est un ouvrage qui me trotte dans la tête depuis quasiment le début de la création de mon site internet, où j'avais envie de transmettre le plus possible des conseils aux jeunes parents pour le quotidien, aussi bien en cuisine que pour leur menu ou en termes de recettes. Ah oui, donc voilà pourquoi je parlais d'expertise quand même. C'est vrai que tu as des diplômes dans le domaine de la santé, tu écris Oui. des livres, donc c'est vrai que c'est super important. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et des questions justement que les jeunes parents se posent. La première qui vient à l'esprit est, par exemple, est-ce qu'il faut nourrir ces bébés avec de la nourriture bio à tout prix? Alors, ce qu'il faut, moi, c'est ce que je dis toujours aux parents. Donc, le bio, c'est quand même mieux. Pourquoi? Parce qu'on limite les pesticides et toutes ces substances chimiques, OGM et autres, le plus possible. Donc ça, c'est très important. Mais aussi de regarder la fraîcheur des produits. Parfois, on a des produits qui sont bio et qui sont tout flétris parce qu'ils viennent d'Amérique du Sud ou je sais pas d'où, où il n'y a pas assez de débit, donc le brocoli est resté dans les étals depuis 15 jours. Donc dans ce cas-là, vaut peut-être mieux aller discuter avec son maraîcher qui est sur le marché et qui, lui, utilise peut-être l'agriculture raisonnée, par exemple, à des produits qui vont être frais, qu'il a coupé la veille ou même juste le matin. Donc je dis toujours aux parents, le bio oui, mais regardez également le produit, que ce soit les fruits, les légumes, principalement pour le bébé, surtout au début de la diversification alimentaire, et de pas donner n'importe quoi à son bébé, pas juste faire attention au tampon bio, mais regarder aussi la qualité et fraîcheur du produit. Et évidemment, prendre des produits de saison, ça, je le dis toujours parce que c'est là où ils sont déjà le moins chers. Donc ça, c'est important pour les jeunes parents. Et aussi parce qu'en général, ils ont plus de goût lorsqu'ils sont vraiment de saison plutôt que de fruits ou de légumes qui viennent du fin fond de la planète pour trouver des courgettes ou des fraises au mois de décembre. D'accord, ouais, merci Christine, j'ai bien compris ta réponse, c'est parfait. Alors, après cette question du bio, c'est vrai que j'ai déjà remarqué dans mon entourage, moi j'ai pas d'enfants, que les jeunes parents ont, lorsqu'ils ont des enfants, envie justement de manger plus sain, de manger plus de nourriture saine, donc bien sûr pour la santé de leur bébé. Donc ma question, ça va être en fait, on voit que les industriels proposent plein de petits pots, d'aliments pour bébés, ils font la pub enfin, la télé, on a l'impression que c'est bon ce qu'ils font. En plus, dès que c'est marqué bio, par exemple, sur les petits pots, on a l'impression que c'est parce que c'est bio, c'est bon pour la santé. Ma question, en fait, c'est est-ce qu'il faut consommer des plats industriels, alors petits pots par exemple, pour les bébés, ou est-ce que c'est mieux de faire soi-même? Alors en fait, il y a les avantages et les inconvénients des deux. L'avantage des produits industriels, euh, le plus gros avantage, c'est qu'en fait, ils vont contrôler la qualité et présence de certaines substances directement dans le petit pot. Vous ne pouvez pas le faire, même si les parents achètent, je sais pas, un brocoli sur le marché, même s'il est bio, ils savent pas si il y a tant de nitrates dedans ou tant de pesticides dedans. On ne sait pas. Les nitrates, ils passent dans l'eau. Ça peut être de l'eau qui vient du champ d'à côté. Bon, on peut pas tout contrôler. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur du petit pot, qu'il soit bio ou non, tous les produits qui sont estampillés produits infantiles, donc produits pour bébé, ont un certificat, une charte très très drastique et ils doivent être sûrs qu'il n'y a pas tant de nanogrammes de X molécules à l'intérieur, antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment le côté positif des petits pots, c'est que c'est quand même extrêmement contrôlé. Euh,
Ensuite, il y a certains légumes ou certains fruits qui sont peut-être dans les petits pots que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner en tant que parent. Je pense par exemple aux artichauts. Il y a des parents qui mangent jamais d'artichauts et l'éveil au goût du bébé est très important. Donc, si vous n'avez pas envie de cuisiner vous à la maison des artichauts, par exemple, c'est vrai que acheter un petit pot tout près du commerce avec des artichauts dedans, ça permet d'éveiller bébé à certains goûts que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner. Et puis autre chose, c'est le côté vraiment très pratique de temps en temps. On part en vacances, on n'a pas envie de mixer ses légumes, de tout préparer, de faire son menu, etc. C'est vrai que ça peut aider occasionnellement à cuisiner et à éveiller son bébé au goût plus rapidement. Maintenant, le côté fait maison, ça a évidemment plein d'avantages. Déjà, vous faites des petits pots qui sont entièrement adaptés à votre bébé. C'est-à-dire que si la texture, vous avez envie de la faire plus épaisse ou plus liquide parce que votre bébé, il veut plus de morceaux ou moins de morceaux, vous pouvez faire quelque chose de vraiment personnalisé pour votre bébé. Vous maîtrisez quand même les coûts parce qu'ils vont vous dire que les petits pots, c'est pas cher. Quand vous achetez une pomme et que vous faites vous-même la compote, ça revient moins cher que d'acheter le petit pot. Faut pas se leurrer, même s'ils disent que ça revient moins cher. Donc il y a vraiment des avantages aussi pour le côté transmission de la culture familiale. Vous mettez peut-être certaines épices dans vos petits pots ou certaines herbes. Il y a plein de choses que vous pouvez transmettre en cuisinant pour votre bébé qu'il n'y a pas dans les petits pots. On ne met pas l'amour de la cuisine en petits pots. Super. Et je me pose la question, il y a quand même des conservateurs, des choses comme ça dans les petits pots, ou alors ils sont stérilisés. Moi, je savais pas du tout que c'était autant contrôler ça que les petits pots en termes de qualité nutritive, mais imaginons qu'on achète en effet le brocoli qui vient du paysan d'à côté, qui n'a pas été traité, si ce n'est l'autre pluie qui est un peu polluée comme partout, peut-être le voisin qui a par exemple mis des pesticides et il y a eu un peu de vent, il y en a un peu qui sont venus, mais du coup on n'a quand même pas de conservateur, pas d'exhausteur de goût, pas de choses comme ça. Est-ce que par exemple c'est des choses qu'on peut retrouver ça dans les petits pots? Non, ils n'ont pas le droit en fait de mettre ni les arômes, c'est interdit, et les conservateurs, ils n'ont pas le droit d'en mettre, c'est interdit dans les petits pots infantiles. Donc il y en a pas en fait dedans. Par contre, moi j'ai fait des tests en fait. J'ai demandé à un industriel de me donner sa recette. C'était la recette d'une ratatouille, d'une certaine marque de petits pots infantiles. Et j'ai goûté la ratatouille dans le petit pot et j'ai fait moi-même avec les mêmes ingrédients, les mêmes quantités, le petit pot à côté et mon petit plat. Et en fait, ça n'avait absolument pas le même goût parce que c'est vrai que les industriels, pour conserver plus longtemps les ingrédients, vont faire des montées en température assez importantes qui détruisent un peu le goût. Alors, il y a des petits pots qui sont de plus en plus en train de sortir sur le marché français notamment, de petits pots qui sont dits plus frais, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter la pression et diminuer la température pour permettre de stériliser, entre guillemets, d'une façon différente, en perdant moins de goût. Donc, du coup, ça mime plus le fait maison, je trouve. Mais voilà, c'est des petits pots qui restent très, très chers. D'accord. Donc, imaginons que les parents, ils veulent vraiment faire tout maison pour les raisons que tu viens d'expliquer. Mais voilà, quand on a un enfant en plus, ça demande beaucoup plus de temps. On a sûrement encore moins le temps de cuisiner qu'avant. Est-ce que toi, tu aurais des conseils justement pour ces parents-là, plein de bonne volonté, à vouloir cuisiner des bons petits pots pour leurs enfants, mais qui manquent de temps, qui manquent d'organisation? Oui. Alors, en fait, déjà, le premier conseil, c'est tout simplement de planifier ses menus. C'est pour ça que dans mon livre Recettes pour bébés spécial parents débordés, j'ai donné plusieurs menus selon l'âge de bébé pour donner des idées aux parents. En fait, on a l'impression que planifier ses menus, ça prend du temps, mais finalement, on gagne énormément de temps par la suite parce que le soir, on sait exactement quel petit pot proposer et sortir pour son bébé, réchauffer pour son bébé. On sait exactement la liste de courses qu'on doit faire le samedi pour préparer tous les petits pots d'un coup. Tout ça, c'est un gain de temps plutôt que de sortir, je sais pas moi, 3-4 fois la planche à découper pour découper les pommes de terre alors qu'on pouvait faire tous les repas à base de pommes de terre de la semaine d'un coup. Donc, c'est vraiment planifier les menus, c'est vraiment un gain de temps. Et c'est aussi donc un gain de temps dans la préparation des petits pots, mais aussi un gain de temps pour savoir ce que son bébé a déjà découvert comme goût. Il y a des parents que j'ai en atelier qui me disent au bout de 3-4 semaines d'éveil au goût de leur bébé, il n'a toujours pas goûté tel ou tel légume qui sont pourtant évidents ou telle viande et ils s'en souviennent plus parce qu'ils n'ont pas noté en fait ce qu'avait déjà goûté le bébé et entre ce qu'il a goûté à la crèche ou chez la nounou ou autre, on ne sait plus. Et en fait, il y a des aliments que l'enfant n'a pas du tout testé ni goûté
Et du coup, ça permet de planifier comme ça, de savoir ce que le bébé a déjà goûté. Ça permet de mieux, oui, de mieux s'organiser et de mieux éveiller son bébé au goût. Donc vraiment, la planification, c'est un des premiers conseils que je donne vraiment aux parents pour s'organiser. Et l'autre conseil, c'est de ne pas avoir peur d'utiliser le plat familial. C'est-à-dire vous cuisinez un poulet au four pour vous, ne pas hésiter à prendre un peu de ce blanc de poulet pour le donner à votre bébé. Et ne pas faire seulement la recette pour votre bébé dans son coin. Si vous cuisinez du riz, par exemple, pour vous, dans ce cas-là, mettez pas de sel, par contre, mais vous cuisinez du riz pour vous, vous pouvez très bien utiliser le riz familial pour préparer le petit pot de bébé. Et pas faire que son petit pot avec son riz que vous avez fait cuire dans le robot de cuisine pour bébé. Donc, ne pas hésiter à utiliser le plat familial pour préparer le petit plat de bébé. Ah oui, donc en fait, ouais, souvent le plat de bébé, c'est une déclinaison du plat pour adulte. Exactement, on adapte, voilà, on met un peu moins, on met moins de sel, voire pas du tout, on limite le sucre et on met de bonnes matières grasses, mais on peut tout à fait adapter le repas des adultes. Et puis le troisième conseil ou astuce, c'est de pas hésiter à mettre du goût avec des épices, avec des herbes. Ça va changer le goût de l'assiette sans vous donner plus de travail que ça. Vous avez fait une purée de courgettes un jour, par exemple le lundi. Vous pouvez très bien lui reproposer le lendemain, mais vous ajoutez dedans, par exemple, du basilic. Ça va changer le goût de la purée, ça va éveiller votre bébé au goût, et en fait, ça vous donnera pas beaucoup de travail de rajouter une feuille de basilic dans la purée. Ouais, ça c'est sûr. Ok, bah super astuce. Merci Christine. Mon autre question, ça va être qu'en fait, moi j'utilise beaucoup le congélateur. Donc comme je dis, moi j'ai pas d'enfants, c'est juste pour nous. Et ça, je me suis déjà posé cette question. Quand j'aurai des enfants, j'aurais plus tendance à faire par exemple les petits pots de la semaine une journée. Parce que bon, moi je me rends bien compte déjà qu'en tant qu'adulte, je cuisine déjà au moins pour 2 repas, sachant que nous on mange des portions d'adultes. Donc je m'imagine mal aller acheter un quart de courgette pour faire 2 petits pots de bébé parce qu'ils mangent quasiment rien. Donc pourquoi pas acheter 2 kilos de courgettes et faire des petits pots pour une semaine ou voire plusieurs semaines. Est-ce que la congélation serait une bonne alternative entre le j'ai pas le temps et les produits industriels ou est-ce que c'est pas indiqué parce que il y a un problème au niveau des vitamines, ça les concerne pas bien? Si, ben moi je dis toujours que le congélateur c'est le meilleur ami des parents débordés. Donc déjà, soit on peut utiliser le congélateur en tant que pour stopper les réactions qu'il peut y avoir dans les fruits et les légumes, plutôt que les garder des jours dans le bac du réfrigérateur parce qu'on n'a pas eu le temps de les cuisiner. Vaut mieux les acheter le week-end et si on sait qu'on va pas les cuisiner tout de suite, de les couper en petits dés, éventuellement de les blanchir si on a du temps et les mettre dans un sac au congélateur. Et comme ça, même le soir, lorsqu'on est un peu pressé, on sort juste une grosse poignée ou la quantité qu'il faut pour son bébé, 100 grammes, 200 grammes. On le fait cuire à la vapeur, ça met quelques minutes à cuire et la purée de bébé est prête. Donc, si on n'a vraiment pas le temps de cuisiner tout de suite, tout d'un coup le week-end, on congèle au moins les cubes de légumes ou les cubes de fruits directement au congélateur. Et sinon, on prépare ces petits pots, comme tu le disais, on prépare ces petits pots tout le week-end et on les met au congélateur. Par contre, il faut faire attention à la décongélation. La décongélation, le meilleur mode de décongélation, c'est la décongélation douce. C'est-à-dire qu'il faut anticiper le petit pot qu'on va donner à son bébé le lendemain et éventuellement le sortir du congélateur pour le mettre dans le réfrigérateur pour qu'il décongèle lentement pendant la nuit pour qu'on puisse le donner à son bébé le lendemain. Et puis c'est la façon de réchauffer le petit pot. En général, le meilleur mode de décongélation pour réchauffer le petit pot, c'est le bain-marie. Et c'est vrai que le bain-marie pour les parents débordés, c'est pas l'idéal. Donc il y a plein de parents qui utilisent le micro-ondes. Et en fait, décongeler au micro-ondes, si vous mettez à 800 ou 900 watts, vous brûlez toutes les vitamines de votre petit pot. Donc ce que vous avez fait pour votre bébé, en gros, ça sert plus à grand chose. Donc il faut vraiment, si vous êtes débordé, pressé, si vous voulez décongeler le petit pot et le réchauffer, il faut vraiment se mettre à réchauffage doux ou décongélation sur le mode décongélation du micro-ondes. C'est vraiment la chose pour laquelle il faut faire attention. Mais sinon, le congélateur, oui, c'est le meilleur ami des parents débordés. Ah bah, tu vois, ça me rassure. Ouais, ça me rassure beaucoup. Comme je le dis, j'ai pas encore d'enfant, mais déjà pour moi, parce que voilà, je congèle des plats. Et des fois, je me dis, ah, mais quand même, tu vas au marché acheter des bons produits, tu congèles. Est-ce que tous ces efforts que tu as fait pour acheter des bons légumes chez le producteur, plein de vitamines, est-ce que tu casses pas tout en mettant au congélateur? Donc déjà, ça me rassure. Et en plus, ça me rassure parce que, ouais, c'est vrai que donc pour toi, si je fais un petit récapitulatif
de ce qu'on vient de dire dans les dernières minutes. Et d'un, on planifie ses repas. Et de deux, le repas du bébé, c'est pas forcément un repas à part, c'est souvent une déclinaison des repas pour adultes. Et c'est vrai que tu as dit pour bébé, on met moins de sel, on met moins de gras. Entre nous, je pense que ça fait aussi... c'est très bien pour les parents. Voilà. C'est ça, les grands esprits se rencontrent. Et enfin, c'est vrai que, imaginons que on soit débordé, c'est une semaine où que les adultes mangent, on va dire, que des pizzas, des hamburgers et des choses que bébé ne peut pas manger, eh bien, d'avoir des petits pots au congélateur, ça peut être super. Une autre question, du coup, ces petits pots, on les met au congélateur. C'est principalement des légumes ou des fruits pour les compotes. Jusqu'à combien de temps, d'après toi, on peut les garder au congélateur en conservant les vitamines? Alors en fait, on considère, généralement on dit qu'il faut les garder un mois, parce que nous on fait pas de la surgélation comme certaines marques de produits surgelés. Nous on fait juste de la congélation, donc on est à moins 20 degrés Celsius. Donc on considère que pour bébé, il vaut mieux les garder un mois, pas plus, si c'est bien fermé dans un petit pot hermétique. En fait, parce qu'on a quand même des congélateurs qui sont quand même maintenant au niveau hygiène et sécurité, au niveau respect de la chaîne du froid, qui sont quand même au top par rapport à ce qu'il y avait il y a plusieurs années. Donc on pourrait éventuellement les garder 6 mois sans problème, voire certains disent 1 an. Mais de toute façon, quand on fait de la diversification alimentaire pour son bébé, que ce soit pour les textures ou que ce soit pour les quantités, au bout d'un mois, on a déjà changé de texture ou de quantité de légumes ou de fruits. Donc du coup, ça sert pas à grand-chose des fois de les garder 3-4 mois dans le congélateur. Donc 1 mois, c'est bien. Ok, génial. Je reviens sur un point que tu as abordé, et du coup les questions me viennent en même temps. Tu disais que dans les petits pots industriels, ça permettait de faire manger des choses à des enfants qu'ils n'auraient pas mangé parce que c'est pas la saison. Donc du coup, toi, tu préconises plutôt de faire, parce que je dis n'importe quoi, les enfants qui sont nés en hiver, bien sûr qu'il faut qu'ils attendent au moins 6 mois avant de manger la première courgette, la première tomate. Donc, c'est pour ça que je conseille d'utiliser des produits surgelés. Je sais pas, moi je pense par exemple aux myrtilles. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps. Donc les myrtilles, soit on les achète en petits pots, il y a des petits pots à la myrtille, mais c'est vrai qu'on va trouver dans les petits pots industriels, c'est souvent pommes myrtilles, bananes myrtilles, c'est toujours mélangé avec d'autres saveurs. Donc si on veut vraiment éveiller son bébé au goût de la myrtille, dans ce cas-là, on va acheter un sachet de myrtilles surgelées et on peut faire soi-même sa purée et tout au long de l'année du coup. Donc ne pas oublier ces produits surgelés qui permettent d'avoir des légumes et des fruits tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Et de bonne qualité, du coup, comme c'est sûr. Et de bonne qualité, oui, parce qu'en général, ils sont vraiment, la plupart, les fruits et légumes sont cueillis et dans les heures, voire même les minutes après la cueillette, ils sont surgelés. Donc, il y a vraiment une perte très minime des vitamines. D'accord. Alors, moi, j'en ai fini un peu pour mes questions. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas d'enfant et moi, je suis très orientée organisation de la cuisine, planification des menus. Est-ce que dans cette interview, j'aurais oublié d'aborder certains points certaines questions que les parents se posent souvent? Comme toi, Christine, tu as un blog, comme tu l'as dit, depuis plus de 7 ans, tu as déjà accompagné des dizaines et des centaines de parents aussi à travers de tes livres. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose d'essentiel, une question essentielle dans cette interview? Tu voudrais compléter, par exemple? Je te laisse carte blanche. Alors en fait, moi c'est ce que j'ai voulu un peu transmettre dans mon livre Recettes pour bébés spécial parents débordés. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages et qui est assez court pour montrer aux parents qu'on peut avoir en quelques pages l'information de base pour se lancer dans la cuisine pour son bébé. Il y a plein de parents qui veulent pas se lancer parce qu'ils ont peur de mal faire. Ils ont peur de pas avoir assez de temps. Toutes les recettes dans mon livre, elles se font en 15-20 minutes. Et sur mon blog, c'est pareil, j'ai pas des recettes de grands chefs. Il y a plein de parents qui me disent oui, mais moi, je suis pas une cuisinière. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être une grande cuisinière ou un grand cuisinier pour son bébé. On peut très bien faire des recettes toutes simples. Le plus important, c'est d'éveiller son bébé au goût. Pourquoi? Parce qu'un enfant moi je dis toujours que l'éveil au goût, c'est un peu comme l'apprentissage de la lecture. On apprend d'abord les lettres pour faire des mots et ensuite des phrases. Et l'éveil au goût, c'est la même chose. On apprend le goût de la courgette pure et après on la mélange avec d'autres saveurs. Et ça, le parent peut le faire sans problème. Juste une purée de courgettes, une purée de carottes, une purée de pommes séparément. Et ça, c'est vraiment un gain de temps dans le sens où un bébé qui a été correctement éveillé au goût, qui a goûté à tout séparément, qui a bien enregistré les saveurs une par une,
c'est un enfant qui, par la suite, vers les 18 mois, et ça a été prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau magique, c'est des enfants qui, à 15-18 mois, vont avoir une période de refus alimentaire, néophobie alimentaire, qui est une période classique et normale chez le bébé, qui va être réduite. Parce que c'est des enfants qui auront eu l'habitude d'avoir des goûts nouveaux en bouche, des nouvelles saveurs, et qui, du coup, vont pas être freinés, vont pas être en retrait face à des nouvelles saveurs qu'ils vont découvrir. Donc, si vraiment j'ai un conseil, le conseil à donner aux parents, c'est de ne pas avoir peur de mal faire, de prendre confiance et de faire goûter le plus possible de saveurs et de textures à leur bébé jusqu'à 12 mois. Et après, ils pourront vraiment faire plein de recettes. Ceux qui veulent se lâcher et faire dire c'est très compliqué pourront le faire, mais que tous les parents peuvent cuisiner pour leur bébé. Oui, je crois que ça s'applique. Moi, j'ai lu une phrase qui dit quand on sait lire, on sait cuisiner. Je pense que ça Oui, s'applique pour les petits pots pour bébé. exactement, exactement. Bon, bah écoute, merci Catherine. Tu m'as Merci, Charles. apporté plein d'informations. J'espère que toi, auditeur qui regarde cette vidéo, pareil, tu seras content. Si c'est le cas, comme j'ai l'habitude de le dire sur mon blog, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Bien sûr, je te redonne l'adresse du blog, du site de Catherine qui s'appelle Cube et Petits Pois. Je te mets tout dans la description de cette vidéo. L'adresse du site de Christine, le lien vers ses livres si tu es intéressé. Et puis voilà. Écoute, merci beaucoup Christine pour cette interview. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir partagé Merci à toi, Charlie. Et ben, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Sur le site de Christine, il y a plein de choses à voir. Je vous invite à aller le découvrir.